Le monde a changé. Je le vois dans l'eau, je le sens dans l'air, je le ressens dans la terre. Et dans le monde du travail devenu vivable et désirable. Tout commença quand le bonheur rentable fut inventé. Et que 8 hommes et femmes atypiques que l'on considérait fêlés prirent conscience de leurs responsabilités. Ils s'unirent pour montrer au monde qu'un chemin de collaboration était possible et que l'opposition bonheur et argent n'était pas une fatalité. La constellation des fêlés se mit alors en quête d'écrire une nouvelle page et à travers leurs histoires répandirent humanité et prospérité. Ils ajoutèrent ainsi chaleur dans le cœur et dans le logis des entrepreneurs, activant la spirale de conscience et de transformation. Ils marquèrent ainsi le début d'un nouvel âge. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées. Bonjour et bienvenue dans Happy Podcast. Je suis Valérie Delande, producteur d'entrepreneurs fêlés. Pourquoi fêlés ? Parce que les fêlures laissent passer la lumière et portent en elles un extraordinaire pouvoir de transformation. Je rappelle que nous sommes dans la saison 2 de Happy Podcast en compagnie d'un de nos héros entrepreneurs multipotentiels et du défi qui lui reste à relever pour rayonner et inspirer au travers de son identité et de ses activités. Cette seconde série est consacrée à Luc Van de Putte. Bonjour à tous. Bonjour Luc. Bonjour. La dernière fois, nous avons parlé de ton chemin de transformation et de ton défi, qui est d'oser partager sa vulnérabilité, sa sensibilité, pour justement se connecter au langage du corps et du cœur, à l'amour, et finalement à notre potentiel de guérison qui est présent chez l'humain. Alors, je précise pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté le premier épisode que tu t'efforces de garder aussi un équilibre entre tout ce que tu as vécu dans ton chemin personnel, professionnel, et en allant vers un projet d'accompagnement justement de l'humain plus vers de la sexo-séduction des hommes. On a parlé des hommes qui avaient justement un besoin d'authenticité, de vulnérabilité, qui peut passer justement par cette reconnexion à leur sexualité et à leur pouvoir de séduction. Et bien sûr une expérience de vie que tu traverses aussi, dont on n'a pas parlé, mais avec ta compagne. Donc aujourd'hui, je te propose d'explorer un peu cette notion d'amour qui permet justement cette reconnexion à soi. Et peut-être de commencer par définir un petit peu ce que tu donnerais toi comme terme, comment tu nous définirais l'amour au travers de tes propres expériences. Eh bien voilà, sérieux défi pour ce deuxième épisode. Comme disait Isabelle Boulay dans une chanson. Ah l'amour. Que de perdition, que d'élévation. L'amour. Je pense que... Non, je suis convaincu que l'amour est ce qui transcende l'humain sur toute la planète. Ce qui nous touche aussi, c'est de voir que l'amour transcende aussi le monde animal. Il ne l'exprime pas comme nous, puisque nous, on conscientise autrement, on le verbalise. Ma plus grande découverte sur le tard, oui, bon, il y a je dirais une quinzaine d'années, c'est de cheminer vers le profond amour de moi. Ça commence par ça. Alors, pourquoi je n'avais pas compris ? Est-ce que c'est mon chemin de vie ? En tous les cas, je me rends compte que c'est essentiel. Ça apaise beaucoup. Comment est-ce que je suis arrivé à l'amour de moi ? Je l'exprime oui, maintenant. tu peux, parce que je crois que ça peut être quelque chose que l'on conçoit et que l'on comprend
y arriver, c'est autre chose. Donc si tu as un apprentissage à nous partager, je pense que tout le monde est à ton écoute. Et donc modestement, comme j'ai exprimé dans le premier épisode, après un mariage de plus de 20 ans, avec une femme extraordinaire, où nous sommes restés très proches, je me sentais plus aligné par rapport à moi-même. La vie m'avait ouvert d'autres créneaux, peut-être d'autres écoutilles, et j'ai accepté à l'invitation de la thérapeute qui m'avait soigné quelques 15 ans plus tôt, de partir dans un voyage initiatique de ressourcement dans le désert. Mm-hmm. Alors, moi qui fais énormément de randonnées, de courses de natation, comme tous les gens du Nord, on est coutumier à se repérer à des arbres, à un clocher, à toutes sortes d'éléments du paysage. Dans le désert, on se prend une claque. Il n'y a rien. On croit reconnaître une dune, on fait 100 mètres, elle n'est plus la même. On se prend une tempête de vent, on ne voit plus rien. Et il faut faire confiance à nos accompagnateurs du terroir, des hommes du désert qui évoluent les yeux bandés. Et c'était un premier ressourcement de se dire, mais, oui, qui suis-je? Quelles sont mes ressources? Quelle est l'acceptation d'abandonner mes repères précédents? Pas de boussole, pas de repères. Se rendre compte qu'il faut s'appuyer sur la solidarité dans l'adversité de la nature et découvrir que certains qu'on croyait qui seraient les premiers sur le front de l'entraide, de la solidarité, paniquent, et que d'autres qu'on avait vus plus discrets, tout d'un coup se lèvent et sont solidaires. Donc le jugement, l'appréciation des autres, tout ça remet en question. Donc première claque. Un révélateur. La deuxième claque a été, je suis parti au Népal avec la même personne et là aussi, mon défi n'était plus de me retrouver moi-même, mais c'était de me retrouver par rapport à l'immensité du paysage. De me retrouver à 3000 mètres et de commencer à randonner et de devoir affronter l'altitude. J'ai calé à 4000 mètres. Le lendemain, je réussissais à 2000 mètres simplement avec des pastilles homéopathiques de coca que je prenais toutes les demi-heures. On y croit, on n'y croit pas, mais en tous les cas, la veille, j'ai dû m'arrêter. Et le lendemain, je traverse cette épreuve-là. Et puis se rendre compte qu'une comparse de randonnée, 75 ans, 17 fractures, réussit à le faire sans se plaindre. Il n'avait jamais marché. Je l'ai accompagné, comment déposer un pied et puis l'autre, parce que ça c'était quelque chose que je connaissais. Mais donc l'humilité par rapport aux éléments, à la grandeur, l'immensité, on n'est rien face au sommet de 8000 mètres qui nous entourent. Et alors découvrir le rayonnement des Népalais qui, dans des maisons en terre précaires, sont habillés avec délicatesse, avec couleur. Le sourire, le namasté qui claque tout le temps. Le sourire. Ça m'émeut parce que c'est des passages initiatiques extraordinaires où c'est sa force interne de l'humilité dans le désert, de dire bon, je m'appuie sur ceux qui savent, qui ressentent. Et au Népal, c'est la marche consciente pendant 2 heures sans rien dire. Et qu'est-ce que je fiche là? C'est ce qui me parle beaucoup aujourd'hui avec le Vendée Globe et cette jeune skipper de 23 ans qui bouleverse tous les codes de la communication, qui parle de ses ressentis et de l'extase qu'elle a face aux éléments par rapport à d'autres qui se plaignent. Et j'ai encore cassé tout ça. Et donc, c'est ce parcours initiatique que j'ai fait
pour oser dire, tiens, je ne dois plus être dans la performance du corps, ce qu'on m'avait appris à l'université. 5 ans d'éducation physique, c'était pour performer. C'était écouter son corps. Et est-ce qu'il est prêt à te porter aujourd'hui pour monter simplement 500 mètres à 3000 mètres d'altitude? C'est ensuite une autre découverte, c'était la méditation. Et ça, c'était l'effet de la pandémie. Plus récemment. Et c'était un deuxième cheminement important en termes d'étapes, plus pas le mettre en vécu, mais une étape importante où dans la méditation, j'ai pu calmer tout ce qui foisonnait dans ma tête et tous ces besoins de performer, ces besoins d'aboutissement, de chiffre d'affaires, ce besoin d'être aimé, ce besoin de transpirer, de contrôler. De contrôler. Et en fait, on était tous amenés au point zéro, de dire, et maintenant, voilà, on est face à soi-même, dans ces murs. J'étais célibataire, donc vraiment dans un loft magnifique au milieu des champs, dans une ferme. Et la méditation guidée que j'ai suivie avec un groupe qui est Présence, un groupe belge. Et donc, j'ai encore plus atteint un certain niveau d'amour de moi. Amour de toi, et dans cette dernière partie, ou même dans celle que tu as décrite précédemment, tu n'as jamais été seul finalement. Dans ce parcours que tu décris, il y a souvent l'autre ou les autres qui s'unissent quelque part à cette connexion, alors qui est une connexion à toi, et je suis entièrement d'accord avec toi. On commence par l'amour de soi, mais on est encore mieux porté finalement en le traversant avec d'autres, dans cette solidarité de la montagne que tu as évoquée, également dans ce chemin et ce parcours dans le désert. Donc c'est soi, mais un peu au milieu des autres et accompagné par l'autre. Oui, et je dirais un des éléments fondamentaux dans ma démarche, c'est que quand je me suis retrouvé à cette rupture de vie, par rapport à mon divorce, j'ai décidé d'être authentique. Et quand je suis rentré dans ces cercles qui nous accompagnaient, où il y avait tout un accord toltèque de respect, de bienveillance, dans les cercles de discussion, j'ai d'emblée vidé mes tripes et j'ai osé être vulnérable dans cette perception un peu péjorative qu'on peut dire à la vulnérabilité. J'étais un des rares hommes dans ces groupes et ça a planté un certain décor et en me livrant j'ai reçu beaucoup et ça c'était une découverte pour moi puisque pendant longtemps j'avais cette carapace de préserver de m'épancher sur mes sentiments, mes vulnérabilités. Bon, je pouvais être dans la générosité, dans l'aide. C'est vrai, on en reparlera certainement plus tard, mais j'étais sauveur, puisque ça apparaît dans mon profil, sans m'écouter. Tandis que dans ces parcours initiatiques que j'ai vécus, j'ai osé me livrer, exprimer, en conscience, et découvrir que je recevais beaucoup. Découvrir que ça décoince quelque part, ça débloque l'autre dans sa vulnérabilité. Oui. Et c'est une attitude que j'applique maintenant dans mon métier, indépendamment bien sûr dans ma vie privée, mais dans mon métier, c'est qu'à un moment, je passe dans cet échange-là, en disant, mais moi je suis ici parce que j'ai envie de vivre cet aboutissement ensemble sur un projet, je dirais architectural, projet de rénovation ou sur un projet d'enseignement. Je dis ça à mes étudiants, à un moment, je dis, mais il y a une énergie là qui fait que vous êtes dispersés, qu'on ne va pas y arriver
à échanger sur cette matière qui doit être connue ou assimilée. Et donc, je me livre dans l'intention et le pourquoi je suis dans cet acte professionnel. Et le retour est exceptionnel. Ça connecte. Ça connecte. Et on n'est plus dans la technicité d'un expert qui apporte un savoir et d'un client ou d'étudiants qui attendent une sorte de package qu'ils doivent recevoir, sinon c'est pas conforme. Tu nous as parlé du langage du cœur. Oui. Donc là, on y est. C'est ce langage du cœur avec de l'authenticité, de la vulnérabilité, qui n'est accessible que lorsqu'on a fait ce chemin de connexion à soi, d'amour de soi, pour accueillir finalement l'amour de l'autre, qu'on parle de profession ou de vie personnelle, parce que finalement c'est un petit peu le même processus. Il est moins commun dans le milieu professionnel, on ne parle pas tellement d'amour dans les relations, mais pourtant c'est ce qui est effectivement derrière ce langage du cœur et qui est, je pense, un élément de résolution de beaucoup de sujets dans notre société, en effet. Jusqu'à la paix dans le monde, évidemment. Oui, en effet. Et j'ai dû traverser aussi un blocage qui était... oui, mais à mon âge, je n'ai pas encore assimilé ça. Je découvre des jeunes qui ont ce langage du cœur tout naturellement. Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est l'éducation? Voilà, le climat familial. Et voilà, maintenant, j'ai assumé à la soixantaine d'oser m'exprimer ainsi et de partager mon authenticité. Et la pandémie est un révélateur pour ça. Je pense que dans le monde entier, combien de personnes, même dans je dirais, ceux qui sont au haut de pyramide économique ou politique, se sont retrouvés être chamboulés du jour au lendemain face à des drames, le décès inopiné d'un proche ou la fermeture de toute leur entreprise économique. Je travaillais en France dans une business school et j'accompagnais des étudiants qui étaient confinés, donc du jour au lendemain on passait en visio, et puis je questionne une de mes étudiantes, je dis d'abord je pose la question, ça se passe comment à la maison? Et l'étudiant me dit, c'est très difficile parce que nous sommes à 4 ici, du jour au lendemain, à travailler, à être plein temps en cohabitation. Ma maman vient d'être mise au chômage. Mon frère et moi, on a des examens. Et mon papa a 800 employés qu'il a dû mettre au chômage. Et je me prends cette claque d'une réalité tout autre. Alors, est-ce que moi, j'allais faire de la technicité par rapport à ma mission pédagogique? Non. Bien sûr. On a beaucoup parlé, et on en parle toujours, bien sûr, mais de santé mentale. Oui. Ça a été évidemment une grande claque, et en particulier dans la jeunesse, justement, dans ces milieux d'étudiants qui ont été, pour la première fois, confrontés finalement soit... Alors, la solitude par rapport à leurs amis, justement à ce qui les rendait heureux, et dans des périodes où on traverse un âge où effectivement on a un peu besoin d'aller chercher ailleurs pour s'éloigner un peu du milieu familial. Et là, on les enferme avec leur famille, avec une famille qui porte elle-même ses blessures et ses difficultés. Et on leur dit, voilà, faites ensemble dans un vase clos oui. et ça ira bien. Et non, effectivement, ça n'allait pas. Et effectivement, la santé mentale est devenue quand même un sujet très, très important, encore plus important qu'avant depuis le Covid. Oui. Alors j'ai une anecdote. Moi je suis très attaché aux valeurs de l'Université libre de Bruxelles et aussi à un investissement dans son folklore estudiantin. Et donc je ne rate jamais
la fête de l'université, la Saint-Verhagen, qui pour ceux qui ne le connaîtraient pas est une grande fête étudiante dans le centre de Bruxelles. Et donc, bien sûr, les professeurs se retrouvent là avec leurs étudiants. Ce que j'ai toujours connu en étant étudiant, et puis par la suite. Et au moment où j'arrive à la place du Sablon, j'ai mes étudiants qui sont en Master 1 qui arrivent vers moi en grand cri. « Quoi ? Vous êtes là ?» Et ils commencent à appeler tout le monde. « Vous avez vu, il y a un professeur, notre professeur est là, c'est pas possible. » Et ils commencent à vouloir me faire un affront. Bon, donc ça fait partie des codes, je le fais. Et alors, j'ai dit « Mais comment ? Enfin, c'est pas la première fois que vous vivez cela. » Si. C'est la première fête que nous faisons en 4e année parce que nous étions en confinement. Et je me prends une claque, je dis, ah oui, pendant 3 ans, d'abord confiné, et puis cette fête a été annulée pour différentes raisons objectives. Voilà. Et au même moment, dans ce cercle rassemblé, il y a 2 étudiants dans un temps décalé qui arrivent et qui me disent « Ah, on voulait vous remercier. Vous savez, vous nous avez dit un jour, vous allez ouvrir le petit tiroir quand vous serez dans une situation critique et vous vous souviendrez de tel aimant. J'enseigne législation et organisation du sport, qui est une matière mais totalement excentrique de leur quotidien dans tout ce qui est l'excellence du corps à l'effort. Et voilà, on a eu un accident au scout. Et à ce moment-là, je me suis rappelé du réflexe que vous avez dit. J'étais ému parce que je me suis dit, tiens, voilà le cadeau, je ne m'attendais pas. Et qui se passe dans cette proximité qui est hors des codes pédagogiques du professeur qui enseigne. Et donc, ça me donnait ce témoin que j'avais osé parler avec le cœur dans mon enseignement. Et donc, construire une relation différente. Oui. Et ça me fait penser à... Tu sais bien que je parle beaucoup de bonheur rentable. Ça me fait penser à cette étude de Harvard qui date... Enfin, c'est la plus longue étude. Je crois qu'elle a démarré en 1938, il me semble. Donc, et qui simplement était une étude sur le bonheur et qui, au-delà, bien sûr, des éléments physiques, de santé et donc de sport, justement, pour pouvoir garder la bonne santé, de l'alimentation, etc. L'étude a démontré que la clé du bonheur, c'est la relation. C'est justement lorsque l'on est en relation avec l'autre que l'on vit plus longtemps. Et là, il y a vraiment toute une étude avec des statistiques à la clé qui démontrent que la solitude, eh bien, ça mène à une fin de vie plus rapide, alors que la relation épanouie, et bien sûr la relation qui passe par le langage du cœur, nous tient en vie le plus longtemps possible. Eh bien, je vais rebondir sur le concept de bonheur rentable, parce que comme j'ai suivi une formation à la Solvay Business School, j'ai été confronté à tous les enjeux économiques et ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et donc, j'ai appris à un moment qu'il y avait cette notion, cette théorie du value-driven management. Et donc, j'ai suivi cette formation de Richard Barrett, qui est, on fait l'évaluation des valeurs d'une entreprise et on essaye de les aligner pour la productivité. Eh bien, il y a une étude, peut-être qu'elle est correspondante à celle que tu évoques, qui a montré que sur un siècle, les entreprises les plus performantes en bourse avaient fait cet alignement des valeurs au sein de leur entité et pérennisaient la rentabilité de leur entreprise. Bien sûr. Et donc, ce qui n'était pas abordé dans une école de commerce avant, c'était ces notions de valeurs humaines comme driver pour la santé de l'entreprise. Bien sûr, la croissance et la santé. Donc, c'est bien, c'est exactement ça, le bonheur rentable. C'est qu'effectivement, ce n'est pas l'objectif de l'argent ou de la rentabilité qui va amener l'épanouissement des salariés et même, enfin, si ça peut quelque part emmener du contentement d'actionnaires, mais certainement pas de l'épanouissement. Alors que lorsqu'on est soucieux de l'épanouissement, évidemment, on va tenir compte à la fois des individus qui sont là, des valeurs qu'ils portent, et de les aligner
tu as parlé d'alignement, je crois, hein, par rapport effectivement aux valeurs aussi de l'entreprise et d'activer le potentiel de chacun dans une optique, bien sûr, de pouvoir mettre en place un modèle économique performant. La performance n'est pas un gros mot lorsqu'elle vient simplement en alignement avec le potentiel de chacun. Ouais. Et à ce moment-là, bien évidemment, ça met en place les synergies, ça met en place la croissance et la rentabilité lorsque l'on a évidemment travaillé aussi sur un plan plus technique, et puisqu'il faut quand même des compétences, il n'y a pas évidemment que l'invisible qui se met en marche, mais c'est un alignement justement de la conscience et des compétences. Oui, alors pour revenir à l'amour de soi, ça pose la question, je dirais, dans la vocation professionnelle, certains ont combiné leur passion avec leur job. D'autres, c'est une réalité économique, alimentaire. Et comment combiner l'amour de soi dans son boulot si ce n'est qu'une réalité économique et qu'on est dans un travail qui n'est pas, je dirais, optimal pour l'épanouissement. Bah ça, c'est une excellente question. Moi, ma réponse, c'est une spirale. C'est une spirale dynamique de développement. Et les générations dont je fais partie, on n'a pas du tout été éduqués à se connecter à l'amour et à l'épanouissement pour trouver son chemin. On a beaucoup plus été éduqués à chercher un chemin permettant la sécurité. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça passe par un chemin de déconstruction pour pouvoir reconstruire autrement. Mais finalement, ça nous a mis dans une spirale d'abord de sécurité qui assoit, quelque part, au bout de certains temps, une capacité de construire un nouveau chemin en prenant un peu plus le temps, parce qu'effectivement, cette sécurité existe. Aujourd'hui, on a plus maintenant des générations qui veulent et qui ont envie, et je respecte totalement ça, de s'épanouir d'abord. Oui, en effet. Mon fils en fait partie, et je le soutiens dans ce chemin, tout en gardant un principe de réalité, parce que je crois que c'est un chemin, effectivement, et qu'arriver véritablement à faire coïncider son épanouissement, son bonheur intérieur avec ce développement de conscience et la capacité à l'exprimer pour en faire un retour sur investissement dans la vie, dans la société, ça prend un petit peu de temps et on passe souvent par une coexistence finalement des activités, du bénévolat, de n'importe quoi, on va dire, qui va venir justement nourrir ce besoin d'épanouissement et qui petit à petit va s'introduire dans l'activité professionnelle en soi. Alors, quand on fait une formation de carrière en gestion dans une école de commerce, et notamment fondée par Ernest Solvay, qui avait l'ambition de faire une école pour transformer des personnes en milieu de carrière, on nous apprend à prendre une vision d'hélicoptère. Et je me suis dit à un moment, mais c'est vrai que nos parents, ces générations-là, après la Seconde Guerre mondiale, sont arrivés dans une société de progrès. Tout à fait. Moi, j'ai été éduqué avec cette notion de progrès. On est dans une courbe ascendante de progrès, et j'ai même eu dans ma formation en sociologie des loisirs qu'on arriverait à une société de loisirs où on ne travaillerait plus que 3 jours semaine. Voilà. On est arrivé avec toute la dynamique Internet dans les années 2000, les bulles Internet, et puis on est arrivé à toute cette globalisation, donc globalisation de grands acteurs. Et puis maintenant, la pandémie a perturbé tout cela, tous les circuits de production et de distribution ont été chamboulés.
des enjeux géopolitiques sont en train aussi de déstabiliser tout ce qui avait été mis en place précédemment. Et alors, qu'est-ce qui arrive depuis ChatGPT? C'est ce tsunami de l'intelligence artificielle qui existait déjà dans plein de nos outils, mais qui est maintenant dans le grand public. Ce qui fait que en école de commerce, on nous avait appris le management du changement. Et puis on a parlé du management de crise. Et j'en suis arrivé à assimiler une notion que je ne connaissais pas précédemment, c'était le paradigme. Uber a changé le paradigme des taxis. Et donc, de crise, je suis arrivé à dire, tiens, nous traversons des mutations de paradigme. Et récemment, je pense que c'est Luc Ferry qui a évoqué ça, le philosophe Luc Ferry. Non, nous sommes dans des métamorphoses de paradigme, puisqu'il n'y a pas que le changement de l'ubérisation, on est dans un foisonnement de flux, et un exemple, c'est que les nouvelles générations, et pendant la pandémie ça s'est révélé, ont été aptes à co-créer ou à créer des nouveaux outils par les smartphones, en inventant des applications qui pouvaient résoudre des problèmes existentiels next day. Et donc maintenant on voit qu'il y a une évolution des comportements, et je prendrai mon domaine dans le sport, je terminerai par là sur cette évocation, c'est qu'actuellement il nous est rapporté que des jeunes adolescents font de l'activité physique sur leur smartphone avec une application qui est développée par l'intelligence artificielle et qui mesure leur physionomie et customise les exercices qu'ils sont à faire. Mais comment est-ce qu'on va se retrouver le coaching sportif, comment va évoluer l'enseignement, l'éducation physique à l'école, quelles vont être les nuisances qui vont en déboucher. Et donc d'autant plus l'amour de soi dans tout cela peut être le refuge vital pour traverser ces métamorphoses de paradigme. Totalement. Eh bien, ça, c'est une excellente conclusion, je dirais, de cet épisode. Humble, mais... J'adore. On part de l'amour et on termine avec l'intelligence artificielle et le lien que tu fais entre les deux, qui est totalement juste et qui relève aussi de cette capacité d'adaptation. Parce que pour traverser les métamorphoses, il faut de la flexibilité, il faut de l'adaptation. Et tout ça, ça nous ramène effectivement à la connaissance de soi, à cette confiance intérieure, à ce langage du corps et du cœur, donc à l'amour. Merci Valérie, voilà. C'est passionnant comme échange. Merci à toi. J'espère que ça plaira à ceux qui nous écoutent. Eh bien, ils nous le diront. À très vite. À très vite, bien sûr. Au revoir à toutes et à tous. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées.